Et donc c'est de cette question-là dont il va être maintenant l'objet au travers de la question de la prestation du handicap, mais pas que. Je laisse Roselyne de Roux, vice-présidente de l'UNAFAM, nous en dire quelque chose. Voilà. Bon, donc on commence parce que le temps nous est compté et le sujet est vaste. Mon fils n'a pas accès à un service d'accompagnement médico-social. Il n'a pas la PCH aide humaine car il est déclaré non éligible. Donc il ne peut pas bénéficier d'une auxiliaire de vie. Conséquence désastreuse pour lui qui ne pouvait pas se débrouiller tout seul. Obligation pour nous de faire 200 km aller-retour pour le ménage, les courses, l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, gérer ses dossiers administratifs, préparer ses repas, etc., etc. J'ai dû quitter mon emploi car j'étais à bout. Mon fils était sous-alimenté, il vivait dans un grand manque d'hygiène, son appartement, ses vêtements, tout était sale, incurique, etc. On a dû aller le chercher et on l'héberge depuis 6 mois chez nous, alors que lui préférerait vivre de façon plus autonome avec des aides. Je m'inquiète quant à son futur, quand son père et moi serons trop épuisés pour poursuivre l'accompagnement ou même lorsque nous ne serons plus là. Voilà l'un des multiples témoignages d'une mère que j'ai recueilli au fil de 15 ans pratiquement, de constats de non-accès à ce droit. Ce témoignage, évidemment, fait écho aux chiffres des baromètres de l'UNAFAM, c'est-à-dire des enquêtes que notre association fait chaque année auprès de nos adhérents. Chaque année, entre 4 000 et 5 000 familles de personnes vivant avec des troubles psychiques sévères et persistants répondent à notre enquête. Et chaque année, invariablement, nous faisons ce même constat accablant. 75% des familles, aujourd'hui, assument seules l'accompagnement de leurs proches handicapés psychiques. Une personne adulte sur 3 vivant avec des troubles psychiques sévères, aujourd'hui, doit vivre au sein de sa famille par manque de solutions d'accompagnement et d'hébergement. Plus de 90% des personnes handicapées psychiques aujourd'hui n'ont accès ni à un SAVS, ni à un SAMSA, ni à un SAD financé par la PCH, ni à un hébergement médico-social. Ce que nous constatons donc aujourd'hui, c'est que la grande majorité des personnes qui vivent avec des troubles psychiques sévères et persistants, qui sont donc en situation de handicap psychique, sont aujourd'hui seules avec leur famille. Voilà la réalité de terrain aujourd'hui. C'est pourquoi la prestation de compensation du handicap et son ouverture grâce au décret du 19 avril 2022 qui a été mis en œuvre ce 1er janvier 2023 constitue une avancée majeure pour les personnes handicapées psychiques et leurs familles, mais aussi plus largement pour les personnes en situation de handicap liées à des altérations des fonctions mentales, cognitives, psychiques. Il s'agissait, avec ce décret, de mettre fin à une discrimination dans l'accès à la prestation de compensation du handicap en révisant un texte réglementaire inadapté, l'annexe 2.5 du Code de l'action sociale et des familles, élaboré en 2005, et ce faisant, avec ce décret d'avril 2024, il s'agissait de se mettre en conformité avec la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Je vais vous expliquer tout ça. La publication de ce décret 2022 a été l'issue d'un long combat de 17 ans. Long combat qui a été mené avec des travaux scientifiques dont l'origine a été vraiment le rapport de l'IGAS de 2016 auquel Marie Delarocque et moi-même avons contribué, et ensuite évidemment aux 3 travaux lancés par la Conférence nationale du handicap de 2020 dans le cadre de la mission Le Guet, auxquels nos associations ont participé avec
évidemment d'éminents chercheurs scientifiques, dont Antoinette Proto, que vous avez entendu tout de suite, le professeur Christine Passerieux et le professeur Amaria Bagdadi. C'était aussi l'issue d'un très long combat politique, parce qu'il ne suffit pas de faire des travaux et de prouver la pertinence de ces travaux, encore faut-il décrocher le décret. Et ça, c'est autre chose. Et ce combat politique, nous l'avons mené, nous, associations, au nom de l'exigence de justice sociale qui s'inscrit justement dans l'approche sociale du handicap par les droits de l'homme et dans la mise en application de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors cette prestation de compensation du handicap, elle a été créée par la loi du 11 février 2005 à laquelle Clément Bonnet a fait référence tout à l'heure. La définition du handicap donnée dans la loi est le fondement même de toute la politique du handicap aujourd'hui dans les MDPH est la suivante. Constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Cette définition du handicap donne comme, effectivement, c'est le handicap, la situation de handicap, ou le handicap, c'est la restriction de participation. C'est ce qu'a dit Antoinette tout à l'heure. C'est-à-dire le fait que la personne soit empêchée d'exercer des rôles sociaux auxquels tout citoyen peut prétendre. Mais le problème de cette définition, c'est qu'elle est très médicale. Nous sommes dans l'approche médicale du handicap, parce que la raison de ces restrictions de participation données dans la définition de la loi, c'est l'altération de fonction, c'est-à-dire la déficience. Donc, cette définition-là, aujourd'hui, pose problème, nous allons le voir. Les concepts qui sont à l'œuvre dans cette définition sont ceux de la classification internationale du fonctionnement dont a parlé Clément Bonnet tout à l'heure. Et cette classification internationale du fonctionnement, comme celle qui a suivi en 2007 la classification internationale du fonctionnement enfant-adolescent, est très importante puisque c'est elle aujourd'hui qui encadre tout le champ du handicap particulièrement, enfin, notamment en France, ailleurs aussi, mais en France. C'est-à-dire que tous les travaux que nous avons menés pour l'élaboration de ce décret pour la PCH s'inscrivent dans la classification internationale du fonctionnement, dans ce cadre contraint. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Cette classification vise à décrire le handicap au sein d'un modèle universel et non discriminatoire du fonctionnement humain. Et elle met en interaction dynamique plusieurs composantes, les activités que font les individus, c'est-à-dire tout un chacun dans notre vie, nous exécutons des tâches, nous faisons des actions, des activités tout au long de notre journée. Si nous éprouvons des difficultés à réaliser ces activités du fait d'une déficience, nous avons des limitations d'activité. C'est le principe même de tout ce qui va encadrer l'accès à la PCH. La description des limitations d'activité d'une personne dans sa vie quotidienne et sociale, qui entraîne des restrictions de participation, qui empêchent la personne d'accéder à un logement, de s'y maintenir, d'accéder à des activités, à une vie sociale, familiale, culturelle, etc. etc. Mais la CIF, elle a un autre élément très important, c'est qu'elle a un chapitre particulier sur les facteurs environnementaux. Parce qu'une situation de handicap, ça n'est pas simplement lié à une déficience ou à une altération de fonction, c'est l'interaction avec l'environnement qui constitue la situation de handicap. Le premier chapitre de la CIF, c'est le chapitre des fonctions, c'est-à-dire le fonctionnement de notre corps humain. Et ce qu'il est important de dire, c'est que le premier chapitre des fonctions, c'est le chapitre des fonctions mentales qui concerne le fonctionnement de notre cerveau d'être humain. Voilà, c'est ça. Et à l'intérieur de ce chapitre des fonctions mentales, il y a un sous-chapitre qui s'appelle les fonctions cognitives. Donc je vous explique tout ça parce qu'on en a parlé un peu dans la matinée, mais tout cela a été au cœur des travaux scientifiques que nous avons menés
quand je dis nous, c'est dans le cadre de cette mission, les associations avec évidemment les chercheurs, les scientifiques, tous ensemble. Alors, la loi du 11 février 2005, pour rappeler, elle est quand même fondamentale puisqu'elle instaure le droit à la solidarité nationale, c'est très important. Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. Une conception large du droit à compensation qui est le fait d'accorder au titre de la solidarité nationale toutes les aides nécessaires à la personne pour qu'elle puisse participer à la vie en société. Et l'article 2 de la loi de 2005, l'État est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire. Quand on voit les chiffres aujourd'hui du baromètre UNAFAM, vous vous rendez bien compte que la solidarité nationale n'est pas au cœur des préoccupations de notre gouvernement pour les personnes handicapées psychiques, puisque aujourd'hui, quasiment tout repose sur la solidarité familiale. Et que les réponses apportées aux personnes handicapées psychiques au titre de la compensation sont extrêmement faibles et qu'il y a de très grandes carences sur notre territoire national. Alors, maintenant un mot, parce que la loi de 2005, c'est une chose, et comme son nom l'indique, c'est 2005. Sauf que depuis 2005, il y a un élément extrêmement important qui est intervenu, c'est la ratification par la France de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui avait été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 2006. L'objet de cette convention est de promouvoir, de protéger et d'assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées, sans discrimination d'aucune sorte, fondée sur le handicap. En ratifiant cette convention en 2010, l'État français s'est engagé à respecter les droits reconnus par la Convention dans l'ensemble de ses instruments législatifs, c'est-à-dire dans les lois, dans les décrets, dans les circulaires d'application et dans les programmes politiques. C'est très important et l'État doit présenter au Comité des droits de l'ONU des rapports réguliers sur la mise en œuvre de cette convention. Le rapport de la France a été examiné en 2021 et il a été extrêmement sévère à l'encontre de la France puisque l'ONU a taclé la France en disant que la France, bien qu'étant la patrie des droits de l'homme, n'avait pas encore intégré la notion de handicap par l'approche par les droits et par les droits de l'homme, et était restée dans une vision très médico-centrée et discriminatoire, et les experts de l'ONU ont particulièrement ciblé la feuille de route psychiatrie et santé mentale 2018-2022, en disant que nous étions alors là parfaitement dans une approche médicale et discriminatoire et absolument pas par l'approche des droits de l'homme. Et on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est un fait. Il suffit de lire le bilan de la feuille de route psychiatrie et santé mentale pour voir que normalement il y a 3 axes. Les 2 premiers sont les axes sanitaires et le 3e, c'est améliorer justement l'inclusion sociale et les conditions de vie des personnes vivant avec des troubles psychiques. Eh bien, j'ai le regret de vous dire que ce 3e axe est vide. Parce qu'à part les GEM et les médiateurs de santé père, il n'y a rien. Et encore, les GEM, c'est quelques petits financements parsemés de ci, de là. Donc, c'est pas comme ça qu'on va répondre aux besoins des personnes handicapées psychiques. Donc, pour souligner le retard de la France. Selon la définition du handicap donnée dans la Convention de l'ONU, qui, je rappelle, Convention prime sur les lois nationales. Elle prime sur les lois nationales. L'État français est obligé de mettre nos lois et nos textes réglementaires en conformité avec la CIDPH. La définition du handicap n'est pas celle de la loi. Elle dit: par personne handicapée, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Nous sommes donc ici dans l'approche sociale du handicap basée sur les droits de l'homme, où le handicap est donc l'interaction entre les facteurs personnels qui sont les déficiences, les incapacités de la personne, et les facteurs environnementaux
qui ont pour effet de limiter la participation de la personne. C'est-à-dire que l'environnement est au même titre que la déficience à l'origine du handicap. On le comprend bien pour les personnes en fauteuil roulant. Il ne suffit pas d'avoir un fauteuil roulant pour se déplacer aisément partout. Si l'environnement est inaccessible, la personne ne se déplacera pas et elle ne participera pas à leur vie en société. Il en va de même pour les personnes handicapées psychiques. Il ne suffit pas de leur donner quelques traitements médicamenteux, voire d'autres cibles de soins, ça ne suffit pas. Le soin ne fait pas tout. Si l'environnement n'est qu'une succession d'obstacles, s'il n'y a pas d'accès aux accompagnements, au logement, comme ça se fait dans certains endroits, et on rêve d'habiter au Havre, je vous le dis tout de suite, eh bien, on est mal, et on est en situation de handicap très grave. Alors, cette CIDPH, j'insiste sur 2 articles en particulier aujourd'hui, je vous invite à la lire, elle a 30 articles, c'est elle qui doit aujourd'hui guider toutes nos réflexions et nos combats. C'est l'article 5, égalité et non-discrimination, et l'article 19, autonomie de vie et inclusion dans la société, qui dit, entre autres, les personnes handicapées ont le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes. L'État doit prendre des mesures appropriées pour faciliter la pleine intégration et participation à la vie en société des personnes handicapées, en veillant à ce qu'elles aient accès à une gamme de services à domicile et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s'y insérer, et pour empêcher qu'elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation. En ratifiant la Convention, la France s'est engagée à faire tout ce qu'il fallait pour se mettre en conformité avec cet article 19 en 2010. Je vous laisse voir où nous en sommes 13 ans plus tard pour les personnes handicapées psychiques. Alors, maintenant, revenons donc à notre sujet de la PCH aide humaine. La PCH, les besoins pris en compte sont divers. C'est tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent, c'est une aide financière versée par le département, qui est destinée, d'après la loi, à couvrir tout ou partie des frais liés au handicap. C'est une aide personnalisée, qui peut couvrir 5 types de besoins. Celui qui nous intéresse en priorité pour nous, c'est le besoin d'aide humaine. Et cette aide financière, l'argent qu'on va donner à la personne, doit lui permettre 3 possibilités. Dédommager l'aidant familial, rémunérer une personne en emploi direct ou via un service mandataire, et rémunérer des auxiliaires de vie et de services prestataires qui sont les services d'aide et d'accompagnement à domicile, les SAD, qui depuis peu sont des services médico-sociaux. Alors pourquoi ce décret, vous allez me dire? Eh bien parce qu'avant ce décret, depuis 2005, il y avait une discrimination dans l'accès à la PCH des personnes en situation de handicap liées à des altérations des fonctions mentales, cognitives, psychiques. Seules pouvaient accéder à cette PCH aide humaine les personnes qui avaient besoin de stimulation constante pour les actes d'entretien personnel. Moi, j'ai autour de moi des familles qui me disaient « Mais alors, il faudrait que mon fils, ma fille soit catatonique pour accéder à la PCH aide humaine. » Exactement. Une stimulation constante pour initier l'acte toilette, se laver, pour initier l'acte de porter la cuillère à sa bouche, pour initier le fait d'enfiler un pull ou un pantalon. Bon, ce n'est pas la majorité des personnes handicapées psychiques ou vivant avec des altérations de fonction mentale. Ou encore celles qui ont besoin de surveillance régulière parce qu'elles se mettent en danger au quotidien, suite à de très graves troubles du comportement. Mais dans la réalité des faits, ça exclut l'immense majorité des personnes qui vivent avec des troubles psychiques, qui se débrouillent et n'ont pas besoin de stimulation constante pour porter la cuillère à sa bouche et qui ne se mettent pas en danger au quotidien avec de très graves troubles du comportement. Donc, en étaient exclus depuis 2005 toutes les personnes ayant besoin d'une assistance, d'un accompagnement en soutien à l'autonomie. Et avec les conséquences délétères que je vous ai lues au démarrage avec le témoignage de cette maman. Donc il a fallu, effectivement, on a fait les constats, on a protesté, on a saisi la défenseur des droits qui est chargée de veiller à l'application de la Convention de l'ONU par la France, on a saisi les ministères successifs, tout cela en vain. Et c'est à partir du moment où les inspecteurs de l'IGAS, grâce à nos contributions, à Marie et à moi-même, à leur rapport,
ont écrit dans leur rapport qu'il fallait impérativement lancer des travaux pour réviser ce texte réglementaire qui ne permettait pas l'éligibilité des personnes handicapées psychiques, que le gouvernement s'est un peu bougé. Donc, les travaux ont été lancés et on a obtenu, mais je vous passe parce que ça ce sera un roman à écrire, hein, ça a demandé quand même 2 ans, plus de 2 ans de combat, on a obtenu la publication de ce fameux décret qui complète les critères d'attribution de la PCH et de l'élément aide humaine, qui crée un nouveau domaine d'aide humaine, le soutien à l'autonomie. Alors, pour rappeler, c'est que les critères d'accès à la PCH, ils sont extrêmement restrictifs, ils le sont toujours d'ailleurs, mais un peu moins qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, il faut, pour accéder à la PCH, avoir une difficulté absolue dans la réalisation d'une activité, c'est une activité dans la liste de 20 activités qui sont définies dans le décret, ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins 2 activités. Si vous avez 20 activités modérées, vous n'y accédez pas. Bon. Et ensuite, une fois qu'on est éligible à la PCH, il faut passer une deuxième barrière d'éligibilité pour accéder à la PCH aide humaine. C'est le parcours du combattant. Bon. Donc là, pour le coup, pour accéder à l'aide humaine, c'est encore bien plus restrictif. C'est pas 20 activités, c'est 7. Il n'y en avait que 5 avant. Très concrètement, avant le décret, pour pouvoir accéder à la PCH aide humaine, donc avoir cette aide financière, il fallait avoir besoin de stimulation constante pour faire sa toilette, porter la cuillère à sa bouche, enfiler un vêtement et aller aux toilettes. Si vous n'aviez pas ça, ben vous n'aviez pas la PCH aide humaine. Donc vous voyez bien que le public qui excédait, pour nous, était extrêmement restreint. Alors, je passe rapidement là-dessus pour vous dire qu'on a mené donc les travaux pendant 2 ans. Ces travaux ont été menés dans le cadre de cette mission Le Gay dont j'ai parlé tout à l'heure, avec les 4 représentants associatifs qui avaient été mandatés par le président de la République, les 4 associations, puisqu'il s'agissait, et ça a été une grande nouveauté aussi de ces travaux autour de ce décret, de faire d'aborder les choses de manière transversale. C'est-à-dire qu'on a réuni là des associations et des scientifiques qui vont représenter des catégories de handicap différentes. Parce qu'on est sorti, grâce à ce décret, de la catégorisation des diagnostics nosographiques totalement. C'est totalement inopérant. Et on a réuni les publics qui soit présentent des troubles psychiques sévères et persistants, donc handicap psychique, soit un trouble du spectre de l'autisme, soit plus largement un autre trouble du neurodéveloppement. Là, c'était Hyper Super TDAH qui travaille avec nous, mais il y a aussi l'UNAPI pour les troubles du développement intellectuel, mais également les personnes qui ont une cérébrolésion, un trauma crânien, etc. Donc vous voyez que c'est tout le public très large qui a des altérations des fonctions mentales. Donc il a fallu, on n'est pas parti de rien parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble de façon transversale. C'est pas nouveau. Depuis très exactement même 2017, on mène des travaux communs pour trouver les en commun de ces situations, se sortir justement de cet enfermement dans des catégories pour aller repérer au niveau du fonctionnement du cerveau ce qui va faire, disons, les déficiences communes les plus prédictives de limitation d'activité et de participation sociale. Donc, je vous passe la liste parce que j'aurai pas le temps, mais voilà. Et parmi les fonctions mentales, évidemment, c'est pas nous, association, on a fait le travail, mais pas tout seul, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est avec les chercheurs avec lesquels on travaille depuis très très longtemps, hein, depuis plus de 10 ans, parfois avec certains, avec Antoinette, avec le professeur Patsoriou, le professeur Bagdadli. Et donc, parmi les fonctions mentales, s'intéresser aux fonctions cognitives, parce qu'il apparaît, et c'est ce que nous ont expliqué ces scientifiques au fil des années, que ces capacités cognitives sont donc nécessaires à la réalisation des activités de la vie quotidienne. Elles nous permettent d'être en interaction avec notre environnement, de percevoir, de nous concentrer, d'acquérir des connaissances, de raisonner, de nous adapter, d'interagir avec les autres.
Et quand il y a des altérations des fonctions cognitives, eh bien on voit que ce sont des déterminants essentiels qui vont impacter le fonctionnement quotidien des personnes, soit qui vivent avec un trouble psychique sévère et persistant, un trouble du spectre de l'autisme, un trouble du neurodéveloppement, une lésion cérébrale acquise. Et donc les perturbations du fonctionnement cognitif impactent l'autonomie au quotidien. Donc, ces travaux, je passe très largement là-dessus parce que je n'ai pas le temps, après Pascal va m'arrêter. Donc, il y a eu un consensus dans ce groupe de travail autour des fonctions cognitives particulièrement concernées qui manquaient totalement dans l'annexe 2.5, dans le référentiel d'accès à la PCH. Quand il a été fait en 2005, ce référentiel d'accès à la PCH, il n'a absolument pas intégré tous ces éléments-là. C'est-à-dire qu'il y a tout un public qui a été oublié, qui n'a pas été considéré. Donc le consensus, c'est autour des fonctions de l'attention, de la mémoire, des fonctions exécutives, du traitement des informations sensorielles et de l'intégration perceptive, et des altérations de la motivation. Une autre part très importante aussi de fonctions cognitives concernées autour de la cognition sociale et de la métacognition. Tout cela, donc, c'est tout à fait d'ailleurs détaillé dans le rapport interassociatif que nous avons rédigé et publié. Alors, les fonctions mentales qui n'étaient pas prises en compte et qui ont été rajoutées dans le décret, c'est très important ça. C'est les troubles des fonctions exécutives, les fonctions de l'attention et des fonctions de la mémoire. Et les fonctions exécutives, c'est ce qui nous permet à tout un chacun de pouvoir avoir des activités dans notre vie de tous les jours, de pouvoir faire des actions, d'accomplir des tâches, d'être ici aujourd'hui réunis. C'est de pouvoir prévoir, anticiper, planifier, nous organiser, gérer le temps de nos activités dans un ordre chronologique, etc., etc. Prendre des décisions adaptées, tout ce que vous voulez. Si les fonctions exécutives sont altérées, alors la personne ne pourra pas entreprendre toutes ces actions, toutes ces tâches de la vie quotidienne et de la vie sociale. Et donc elle pourra rester parfaitement inactive, parce que ne sachant pas et ne pouvant pas justement initier, entreprendre, réaliser, mener à terme toutes les activités de notre vie quotidienne que nous faisons sans même nous en apercevoir. Et donc ça a été rajouté dans le référentiel d'accès à la PCH, et ça faisait directement référence à tout un chapitre de la classification internationale du fonctionnement dans le second chapitre activité et participation, qui s'appelle tâches et exigences générales. Et curieusement, tout ce chapitre-là était absent du référentiel d'accès, et on l'a réintroduit ou introduit grâce à cette activité nouvelle aujourd'hui dans la PCH, qui est entreprendre des tâches multiples de la vie quotidienne, ce que nous faisons nous au quotidien depuis, dans notre vie depuis le moment où nous ouvrons les yeux. Alors, ce qu'on a introduit aussi, et ça on a beaucoup travaillé avec Antoinette et toute son équipe, sur cette question-là de l'extrême sensibilité et vulnérabilité au stress et à l'imprévu que vivent toutes ces personnes-là. Et donc tout cela aussi nous l'avons introduit dans le référentiel d'accès à la PCH, dans l'activité, gérer le stress, gérer son comportement, faire face à l'imprévu, à une crise, à la nouveauté. Et ces deux éléments-là sont devenus des critères d'accès, d'éligibilité à la PCH dans la liste des activités à prendre en compte. Et ensuite, évidemment, les troubles de la métacognition dans l'activité prendre soin de sa santé, qui n'est pas, comme certains le pensent, prendre des traitements médicamenteux. Alors, entreprendre des tâches multiples, j'ai pas le temps, hein, Pascal, parce que j'ai pas le temps du tout. Bon, alors je continue, voilà. Mais ce que je veux dire par là, vous avez compris que ce qu'on appelle entreprendre des tâches multiples, ça veut dire, dans notre vie du quotidien, pouvoir préparer le petit déjeuner, faire les courses, préparer le repas, gérer les dossiers administratifs, comment nous déplacer à l'extérieur du logement, acheter un billet de train, tout ce que l'on peut faire comme activité dans notre vie. Ce que je voudrais dire, c'est que le fait d'avoir introduit dans ce texte réglementaire,
qui a force de loi, un décret, force de loi. Aujourd'hui, le droit social en France reste très marqué par la référence au handicap physique. Ça ne vous a pas échappé. Toute la vie d'ailleurs reste marquée par la référence au handicap physique. Mais là, ce que nous avons pu faire avec ce décret d'avril 2022, c'est donc d'intégrer dans un texte réglementaire, un décret qui a force de loi, la dimension psychique par l'introduction des fonctions mentales, cognitives, psychiques qui étaient jusqu'alors absentes et ignorées. C'est-à-dire que nous y avons introduit les fonctions exécutives, attentionnelles, mnésiques, l'extrême vulnérabilité au stress et à l'imprévu, les troubles de la métacognition qui empêchent de prendre des décisions adaptées, de prendre soin de sa santé, etc. C'est-à-dire que tout cela a été injecté dans un texte qui jusqu'alors ne faisait référence qu'au handicap physique ou sensoriel, comme c'est le cas du droit social aujourd'hui en France. Mais en plus, c'est une victoire tout à fait emblématique parce que nous avons également introduit dans ce texte un nouveau domaine aide humaine, et c'est pas rien. C'est le soutien à l'autonomie qui correspond à un besoin. Parce que le soutien à l'autonomie, c'est défini comme l'accompagnement de la personne dans l'exercice de l'autonomie dans des actes pour vivre dans un logement, pour se déplacer en dehors de ce logement, y compris pour prendre des transports, pour participer à la vie en société, pour avoir des relations avec autrui, y compris en dehors de sa famille proche ou de ses aidants, et pour prendre soin de sa santé. C'est la définition du soutien à l'autonomie dans le décret. C'est une révolution, mes amis. Ça n'a pas l'air. C'est une révolution. Parce que jusqu'alors, la PCH telle qu'elle était aperçue dans le référentiel d'accès nous donnait une vision de la vie de la personne handicapée extrêmement restrictive, comme se limitant à la réalisation de quelques actes fondamentaux de survie. Porter la cuillère à sa bouche, enfiler un vêtement, se laver avec de l'eau et du savon et pouvoir aller aux toilettes. Or là, dans la description que je viens de vous donner du soutien à l'autonomie, c'est écrit dans le texte que c'est le soutien dans des actes pour vivre dans un logement. C'est-à-dire qu'on a injecté là tout ce qui est de l'ordre de la participation. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Parce que jusqu'à présent, c'était limité à la, à la vision d'une personne qui réalise quelques activités de sa vie quotidienne pour survivre. Là, c'est plus du tout le cas. C'est les actes pour lui permettre justement d'être incluse dans la société, de vivre sa citoyenneté, de vivre dans un logement, d'interagir avec autrui, de se déplacer à l'extérieur, etc., etc. C'est donc toute la vision de la vie de la personne handicapée qui est élargie et qui n'est plus du tout réduite à ces actes élémentaires de survie. Donc, c'est aussi une victoire emblématique, ce décret. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, on s'est appuyé à la fois pour les travaux et pour le combat politique sur l'exigence de l'application des articles 5 et 19 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. C'est parce que nous avons pu développer cet argumentaire et exiger de l'État français, du gouvernement, qu'il publie ce décret pour se mettre en conformité avec la Convention de l'ONU que la France a ratifiée en 2010, que nous avons obtenu la publication du décret. Parce que sinon, nous l'attendrions toujours. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc égalité et non-discrimination, autonomie de vie et inclusion dans la société. Emblématique, pourquoi aussi? Parce que ce sont les réponses
aux besoins des personnes qui doivent être pensées et qui doivent être apportées. Il ne suffit pas de dire que le handicap psychique a été reconnu par la loi de 2005. Encore faut-il que cela se traduise dans les faits. Et donc là, aujourd'hui, nous questionnons le droit en pratique. Et force est de constater que nous sommes encore très loin du compte en 2023. Voir le baromètre de l'UNAFAM, voir les dizaines de milliers, voire les centaines de milliers de personnes handicapées aujourd'hui, des personnes handicapées psychiques, qui sont à l'abandon, qui sont sans solution aucune, ni d'accompagnement, ni d'hébergement, ni de participation à la vie en société. Et donc il faut développer l'accès au logement, au soutien individualisé, etc., etc. Parce que là où ça se fait, là où ça se pratique, regardez au Havre avec ce qui se fait, tout ce dispositif côté cours extraordinaire, Pascal, là où il est aussi à Caen, mais il y a des inégalités territoriales absolument incroyables. Les gens qui ont la chance d'accéder à cela, et qui ont la chance d'accéder à la fois à ces services, à ces offres, en articulation avec des soins de qualité, mais ils ont toutes les chances dans leur vie de se rétablir. Mais les malheureux qui n'ont rien, qui sont dans les déserts médicaux et médico-sociaux, mais là c'est des pertes de chance considérables. Donc nous exigeons un véritable plan d'action pour le développement de ces œuvres. Alors c'est pourquoi, et je vais terminer là-dessus, j'ai encore 5 minutes Pascal? Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous exigeons bien évidemment, nous avons obtenu le décret, mais ça le décret est emblématique de tout un ensemble dans un plan d'action dont nous avons besoin. C'est un véritable plan psychique qu'il nous faut aujourd'hui. Hein, il y a urgence. Et donc, ce que nous exigeons aussi maintenant, c'est des financements. Parce qu'il n'est pas du tout pensable de laisser à la seule charge des départements ces financements. Parce qu'il va y avoir encore une fois des réponses tout à fait disparates d'un département à l'autre. Voilà encore une fois des années que nous demandons que ces financements soient pensés par l'État, qu'il y ait une participation de l'État dans le cadre des projets de loi de financement de la sécurité sociale et dans le cadre du développement de la 5e branche autonomie portée par la CNSA. L'argent, il y en a, il faut une volonté politique et qui soit dirigée vers ce public. Bon, mais c'est un combat difficile, je vous l'accorde. Regardez ce qui s'est passé à la dernière conférence nationale du handicap il y a quelques jours. C'est absolument scandaleux. C'est scandaleux. Pas un mot sur les personnes handicapées psychiques. Totalement invisibilisées. Leur existence niée. Elles n'existent pas. Elles sont impensées. Donc c'est intolérable. C'est pourquoi l'UNAFAM a été partie prenante de la réclamation collective que nous avons déposée auprès du Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe en 2018. Nous avons déposé cette réclamation collective, 4 associations, UNAFAM, UNAPI, APF France Handicap et la FNAT. Le Comité européen des droits sociaux, donc le Conseil de l'Europe, nous avons rédigé cette réclamation collective très argumentée. C'est moi qui ai fait le travail pour l'UNAFAM, donc je sais exactement ce qu'il y a dedans. Très argumentée pour dénoncer la violation par l'État français des droits des personnes handicapées. Et pour nous, UNAFAM, c'est les droits des personnes handicapées psychiques. Le Conseil de l'Europe a rendu sa décision fin 2022. Et nous avons communiqué sur cette décision à partir de la mi-avril 2023. Nous ne pouvions pas le faire avant. Le Conseil de l'Europe a validé à l'unanimité l'intégralité des griefs que nous avions portés contre l'État français dans notre réclamation collective. Et notamment, donc, il a constaté, alors vous lirez cette décision, c'est très important, il a constaté effectivement que ce que nous dénoncions était la réalité. C'est-à-dire que l'État français, aujourd'hui, est reconnu comme violant principalement 3 articles de la Charte sociale européenne. Le premier article, c'est l'article 11, le droit à la protection de la santé. L'article 15, le droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté. Et l'article 16,
le droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique, et le Conseil de l'Europe, sur ce dernier point, suit nos griefs et les arguments que nous avons apportés, les preuves, reconnaissant que les carences de réponse aux besoins des personnes handicapées, notamment des personnes handicapées psychiques, pèsent lourdement sur les familles et rejaillit lourdement sur les familles, violant ainsi leur droit à une protection sociale, juridique et économique. Cette décision du Conseil de l'Europe est historique pour nous. C'est la première fois que les personnes handicapées psychiques sont directement concernées par une condamnation du Conseil de l'Europe et qu'il y a une reconnaissance par l'Europe que leurs droits sont bafoués par l'État français. Donc, la Charte sociale européenne, comme la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, sont des leviers extrêmement importants aujourd'hui pour exiger la mise en œuvre effective de réponses aux besoins des personnes vivant avec des troubles psychiques. Et le combat, nous sommes au cœur du combat. Nous sommes au cœur du combat. Parce que la France aujourd'hui est à des années-lumière d'être en conformité avec la Charte sociale européenne et avec la CIDPH, dont elle relève pourtant. Et ça, je le dis, mais je ne suis pas seule à le dire, puisque la responsable du Conseil consultatif national des droits de l'homme, Madame Lafourcade, Magali Lafourcade, qui est intervenue lors de notre conférence de presse pour lancer justement la décision du Conseil de l'Europe, l'a elle-même dit avec ses propres mots. Donc vous voyez que nous avons ce combat. Donc l'approche du handicap par les droits de l'homme est un outil de lutte contre la stigmatisation. Pourquoi? Parce que c'est l'outil qui, auprès du Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe, illustre parfaitement une démarche qui a été décrite par Anne Caron-Déglise, qui est magistrate, qui travaille aujourd'hui au Conseil national consultatif des droits de l'homme, à qui l'on doit aussi les travaux qui ont permis de mettre la loi française en conformité avec la CIDPH, loi française qui a réformé le droit de vote pour les personnes sous tutelle. Vous vous rappelez de ça? Eh bien, ça aussi, c'était pas gagné. Et ça, pourquoi ça a été possible? Parce que c'est une exigence de mise en conformité avec la Convention de l'ONU. Sinon, il n'y aurait rien eu. Bien. Je vous lis les propos d'Anne Caron-Déglise en conclusion. Parce que ça, c'est vraiment parole d'or. Il est essentiel d'entrer dans une démarche qui reconnaît et prend effectivement en compte les droits des personnes au sens des droits de l'homme. Réinterroger les grilles de lecture en se saisissant des droits des personnes elles-mêmes en tant qu'elles doivent bénéficier de tous les droits de l'homme au sens des conventions internationales est un enjeu fondamental. Penser le droit comme socle de valeurs communes et de garanties, notamment procédurales, lorsque les droits ne sont pas respectés, est un défi à imaginer. Le chantier qui s'ouvre désormais est immense. La démarche entreprise doit s'appuyer sur un questionnement commun du droit, pensé aussi comme un outil vivant, grâce auquel il est possible de lutter contre la marginalisation des personnes les plus vulnérables et les plus fragiles. C'est en s'appuyant sur une conception homogène des droits de l'homme en général et des droits civils et sociaux en particulier que les personnes, patients, usagers, familles et professionnels pourront sortir de catégorisations qui sont autant de stigmatisation et de rupture et penser enfin les patients usagers comme des citoyens et des personnes aux prises avec un environnement institutionnel et politique en partie responsable de la dimension handicapante de leurs troubles. Et maintenant au travail.